on ne trouvera un acheteur à une business unit que si on est capable de la mettre en valeur. Donc tout ça se prépare. C'est pas juste tiens, on va désinvestir dans une activité. Il va falloir valoriser cette activité, il va falloir la mettre en valeur, il va falloir la rendre plus ou moins autonome et expliquer dans toute la documentation de projet comment on va finir la mise en autonomie. Une opération de ce type, ça commence toujours par une réflexion stratégique. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast CIO Révolution. Avec plus de 60 épisodes et 2 ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnels. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Thierry Haro. Thierry Haro qui est DSI et spécialiste des carve-out et des opérations de fusion-acquisition. Salut Thierry. Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bon, c'est super. Donc, on est dans la saison donc sur la crise gérée par les DSI de transition en partenariat avec Infortive. Tu es membre d'Infortive. Et quand je parlais avec Pierre, il me disait non, il faut absolument que tu parles avec Thierry. Lui, vraiment, au niveau des carve-out, des fusions-acquisitions, il en a fait, refait et refait. C'est la personne qui sait tout. Donc, du coup, c'est trop bien. Tu vas vraiment nous expliquer un petit peu tout ça, puisque on en voit beaucoup. Ces choses qui passent des fois dans la presse. Telle entreprise a fusionné là-dessus ou a revendu une filiale. Bon, concrètement, toi, tu arrives dans ça souvent. Donc déjà, on parle de mission de crise. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi c'est compliqué. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence assez claire de carve-out, de fusion-acquisition? On comprend un peu tous, mais peut-être qu'il y a des nuances qu'on n'a pas. Voilà. Alors effectivement, et tu as prononcé plusieurs fois le mot de crise. Quand on est dans une période comme en ce moment de crise, l'après-crise Covid, la crise énergétique, etc., c'est pour certaines entreprises une difficulté, pour d'autres, ce sont des opportunités. Et opportunités de croissance externe ou opportunités de délestement d'actifs non stratégiques. Okay. Croissance externe, on va se retrouver du côté de l'acheteur le plus souvent avec des opérations de fusion-acquisition. Séparation d'une division, d'une entité non stratégique, qui n'est pas au cœur du métier. Le vendeur va préparer cet objet à vendre et ça va être une opération de carve-out. Okay. Donc, en français, j'aime bien le mot parce qu'il fait très français ancien. On va parler d'un détourage. Un détourage, c'est beau. Ça a une certaine élégance. Je suis d'accord avec toi. En conférence, je peux dire oui, je suis spécialiste en détourage. Je pense que ça ferait quelque chose. Ça créerait une différence. Bon, il faut pas imaginer quelqu'un qui se balade avec sa petite scie égoïne en train de suivre des formes un peu compliquées, mais ça image bien le sujet. Lorsque l'on est vendeur et que l'on vend une entité, l'entité n'existe pas forcément au sens système d'information, mais aussi au sens légal, juridique. On va vendre une ligne de production, on va vendre une business unit, on va vendre un établissement. Okay. Et il va falloir le déconnecter, le détourer des systèmes d'information du vendeur. Ok. Et toi, tu as fait, si je peux en termes de nombre pour comprendre, tu as fait combien de carve-out et tu as fait combien de fusion-acquisition? Combien, je sais pas, mais souvent, dans une opération de fusion-acquisition, il y a une partie carve-out. On va dire une fois sur 2, une fois sur 3, il y a un carve-out. Ok. Qui est à l'origine, en fait, de cette fusion-acquisition. C'est-à-dire que je suis dans un groupe qui va s'étendre en rachetant une division, une business unit d'un autre groupe. Mm-hmm.
Donc Ok. c'est ces parties-là qui vont être l'objet de toutes les attentions durant le carve-out. Ok. Et donc, du coup, toi, quand on t'appelle pour ce genre de mission, donc je crois que tu en as fait quand même plus d'une dizaine, c'est ça, hein, si je me En, trompe en pas. tout, j'ai fait plus d'une trentaine de missions de fusion-acquisition. Ok. D'accord. Ok. Et Bon, on est d'accord. Ça fait pas mal. Et du coup, quand on t'appelle comment? On t'appelle, on a pour objet de faire un carve-out, ou c'est en mode le carve-out est lancé, on pensait gérer nous-mêmes et ça le fait pas. Enfin, tu vois, c'est quoi le moment où on fait appel à un spécialiste comme toi de ce type de mission? alors, j'aurais tendance à dire le plus tôt sera le mieux. C'est-à-dire que on va se placer des deux côtés. Du côté du vendeur, pour vendre cette entité, il va falloir la faire exister. Donc il va falloir la préparer, la détourer. Elle est des fois enclavée dans un système d'information, dans les réseaux. Elle n'a pas d'adresse email propre. Elle n'a pas de réseau en propre. Elle n'a pas des fois même son système d'information en propre. Il va falloir, côté du vendeur, il va falloir lui donner une existence au sens système d'information. Et Ok. côté de l'acheteur, il va falloir travailler sur la stratégie. Le plus souvent, ça se fait durant la période de due diligence, où l'acheteur et le vendeur évaluent la faisabilité de leur projet. Et durant cette opération, du côté de l'acheteur, il va falloir se poser la question de ce que l'on va faire de cette entité. Si l'acheteur est une société stratégique, c'est-à-dire une société qui a un métier proche du métier de la cible, dans ce cas-là, il va tenter de l'intégrer. Si l'acheteur lui-même a déjà les systèmes d'information, a déjà les processus, connaît le métier, il va faire en sorte que cette entité-là vienne s'ajouter à ces systèmes d'information, à ces entités pour bénéficier de synergie. Par contre, si l'acheteur est un fonds d'investissement, et il y a beaucoup d'opérations qui se font avec des portages par des fonds d'investissement, dans ce cas-là, il va falloir que cette entité reste, entre guillemets, autonome. Et donc qu'elle ait son propre système d'information avec lequel elle va opérer. Ok. Et du coup, donc, ok, donc ça c'est les typologies en fait de la cible, on va dire, de comment, qu'est-ce qui est fait. Tu parles aussi d'IT, donc de des adresses mail, etc. Est-ce que du coup, quand tu interviens sur ce genre de mission, tu as un homologue, par exemple, juridique, achat, en transition, ou en fait, parce que j'imagine que pour encapsuler, il n'y a pas que l'IT, il y a d'autres choses, hein. Est-ce que du coup, c'est plusieurs missions de transition sur une thématique globale? J'ai participé à une mission où nous étions 4 managers de transition dans le domaine industriel, dans le domaine ressources humaines, sur le légal et sur les systèmes d'information. Et ça, on va dire, ça, c'est une fois ou c'est la base, c'est la norme un petit peu? Ça dépend en fait de la capacité de l'acheteur de mobiliser ses propres équipes sur ces sujets-là. Ok. Donc, il y a besoin de cette expertise-là. Des fois, en interne, ils arrivent à se focaliser dessus, des fois, non. C'est ça? C'est ça, moi j'ai commencé en étant en interne. Quand je parle de 30 missions, j'en ai fait quand même quelques-unes en étant intégré aux équipes de l'acheteur ou du vendeur, mais c'était des opérations internes au départ. Ok. Et toutes les entreprises n'ont pas cette habitude de croissance externe, de désinvestissement. C'est aussi des compétences qu'il faut acquérir. Donc aller les chercher sur le marché auprès de ceux qui en ont déjà pratiqué est effectivement une bonne idée. Et donc, du coup, quand on t'appelle, on te fait cool, tu disais le plus tôt possible. Ça veut dire que j'imagine, hein, t'as eu de tout, en mode catastrophe, quand ils ont l'idée ou autre. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de quand on t'approche sur ils ont l'idée d'eux? Tu vois, voilà, je t'appelle, je réfléchis à me séparer de tel actif. En fait, c'est quoi ton propos avec le directeur, le dirigeant? C'est pensez bien à ci, ça, mais surtout ne faites pas ça, ou c'est est-ce que vous savez qui c'est qui va vous acheter? Tu vois, c'est quoi les prérequis en fait pour prendre cette mission? Pour prendre la mission, la première chose, c'est de mesurer la détermination. En disant, j'ai vu des opérations de carve-out durer des années.
c'était une idée. Et pour passer de l'idée à l'acte, il faut trouver un acheteur. Et on ne trouvera un acheteur à une business unit que si on est capable de la mettre en valeur. Donc tout ça se prépare. C'est pas juste tiens, on va désinvestir dans une activité. Il va falloir valoriser cette activité, il va falloir la mettre en valeur, il va falloir la rendre plus ou moins autonome et expliquer dans toute la documentation de projet comment on va finir la mise en autonomie. Une opération de ce type, ça commence toujours par une réflexion stratégique. Ça va aussi se traduire par un plan d'action, et là, la version finale sera élaborée avec l'acheteur. Mais si le vendeur a déjà une bonne idée de la manière dont il va déconnecter, détourer cet objet de son propre système d'information, de ses propres structures, il aura déjà marqué des points vis-à-vis de l'acheteur. Ok. Donc en gros, toi, quand t'as un directeur général ou une personne qui vient te contacter pour ça, déjà tu cherches si le degré d'engagement est sérieux, parce que sinon, enfin, faire une mission de carrière de 3 ans, ça sert à rien, ça fatigue tout le monde et ça apporte pas de valeur, quoi. C'est ça, déjà le premier point. C'est ça, faire une mission de carve-out, ça commence, on va dire, au moment où effectivement il y a des négociations avec un vendeur, entre un vendeur et un acheteur, pardon. Ok. Non, c'est après l'intention, quoi. C'est déjà, on commence à avoir des contacts qui sont intéressants et importants, et donc du coup là, on va commencer à se préparer pour pouvoir montrer comment ça pourrait se faire. Ok. Et donc du coup, toi, c'est un peu une course. C'est un peu une course. Le départ va être donné le jour de la signature du contrat de vente. Si on ne s'est pas entraîné, si on ne s'est pas préparé avant, ben on a signé. On attend que l'acheteur se manifeste et manifeste sa volonté de prise de contrôle. Mais même quand on est le vendeur, il faut être préparé. On peut pas arriver comme ça, j'ai signé la vente d'une division et j'attends au bon vouloir de l'acheteur ce qui va se passer. Et tu vois ça arrive souvent, ça, ou pas? Ça peut arriver. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Ça peut arriver d'autant plus si on est dans un groupe important et que l'entité qui fait l'objet de ce carve-out n'a pas été mise en situation et elle a été vendue, entre guillemets, par l'actionnaire qui se trouve à l'autre bout du monde. Et donc, l'entité se retrouve un peu au pied du mur en disant, ben voilà, on a été vendu. Dans 6 mois, on est décroché de notre maison mère actuelle. Il faut quand même qu'on continue à avoir nos activités, à continuer à acheter, à vendre, à opérer nos usines, à travailler au quotidien. Mais il faut aussi qu'on change complètement nos habitudes parce que nous étions dans le système d'information SAP d'un grand groupe et on n'a pas de système d'information autonome. Ok, et quand ça arrive, c'est une course phénoménale parce que là, c'est dans 6 mois, tout le monde est déconnecté, il n'y a plus de RSIML qui fonctionne, quoi. C'est un peu une course contre la montre à ce moment-là qui démarre. Et donc du coup, si on revient sur le côté quand la personne t'approche et que c'est là que ça commence à devenir sérieux avec l'acheteur, mais qu'il n'y a pas encore de contrat signé, toi, tu peux arriver pour commencer après, parce qu'en fait, j'imagine que l'acheteur aussi regarde la façon dont il va pouvoir s'intégrer intégrer le nouvel actif, que ce soit la façon dont il veut le faire. Et donc, du coup, toi, tu dois présenter une façon de faire, montrer que ça a été pensé, préparé, que ça va bien se passer, non? Il y a un document qui est très important dans la transaction, c'est un Transitional IT Agreement. Transitional Service IT Agreement, okay. Qu'on appelle aussi TSA, le plus simplement. C'est la manière dont va se passer la transition, c'est-à-dire ce sont les services que le vendeur va continuer d'offrir pendant toute cette période de transition. La négociation, elle va se passer de manière assez binaire. Le vendeur, il a désinvesti, il a vendu, il voudrait bien que cette phase-là se déroule le plus rapidement possible.
L'acheteur, lui, va découvrir les choses et va avoir besoin de temps. Donc, on se retrouve au milieu de cette partie-là. 3 mois, c'est illusoire dans la plupart des cas. 3 ans, c'est beaucoup trop long. Quel est le bon Moi, je te mis. contrat? Quelles sont les bonnes échéances? Et ça, du coup, c'est vraiment, tu le prépares, ça fait partie de la négociation, du coup. Donc, ça veut dire vraiment que toi, avant la signature, tu as commencé à vraiment détourer, à proposer un plan. L'idéal, c'est quand effectivement on a été onboardé suffisamment à temps pour pouvoir faire ça et pouvoir travailler sur ce plan. Parce que le TSA est le corollaire du plan d'intégration et du plan de détourage d'un côté, d'intégration de l'autre. Ok. Et est-ce que c'est possible d'avoir un DSI transition sur la partie carve-out, un autre DSI de transition sur la partie fusion-acquisition et vous mettez d'accord sur un TSA? Alors, on va peut-être retrouver là les DSI en place D'accord. dans les deux groupes qui, eux, ont leur propre roadmap. Ça doit être sympa, des fois. Et donc, la mission de transition va être aussi une mission de direction de projet pour être le chaînon entre les deux qui coordonne les activités de l'un et de l'autre. Ok. Et sur les TSA que tu as pratiqué, sur les transmissions que tu as faites, il y en avait combien qui n'ont pas réussi à avoir un TSA ou un TSA tellement boiteux que on pourrait considérer qu'il n'existait pas? C'est l'un des problèmes majeurs d'une mission, c'est que le TSA, comme je disais, fait partie du contrat. On peut, dans certains groupes, faire des carve-out en avance de phase pour préparer des business units homogènes, pour faire des recentrages sur certaines activités et ne pas avoir cette dimension contractuelle. Et donc se retrouver avec des entités qui sont en train de se séparer, mais sans avoir la grille juridique, sans avoir comment dire, la ligne sur laquelle on va découper. Mais c'est dingue, ça. Enfin, je comprends pas ça. Tiens. Comment tu peux dire, je suis un grand groupe ou une grosse société, je fais un carve-out, mais on n'a pas écrit les règles du jeu. Comment ça marche en fait? Eh bien, ça, c'est quand la décision, elle a été prise à San Francisco et que tu te retrouves avec 2 petites usines dans le centre de la France qui doivent appliquer une décision qui a été vue dans une stratégie mondiale et on ne s'est pas intéressé au cas particulier. Ok, d'accord, dans ce cadre-là. Et donc, du coup, donc dans ce cadre-là, il n'y a pas de TSA parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc, ok, au moins, ça c'est clair. Et ensuite, sur les autres missions, on va dire, moins, je sais pas comment dire, j'allais dire mondialiste ou mondial, je sais pas. Est-ce que ça, voilà, est-ce qu'il y a toujours un DSA ou est-ce que c'est quand même un peu compliqué encore d'avoir ce genre de document? Quand il y a contrat, il y a forcément un TSA parce que sur les opérations de fusion-acquisition, il y a des cabinets d'avocats, il y a des banques d'affaires, il y a tout un tas de personnes qui sont impliquées. L'un des points qui peut des fois être bizarre, c'est que la stratégie, elle est décidée au niveau international. On se retrouve avec des grands penseurs américains, britanniques, germaniques, et puis on doit exécuter en France. Et quand on leur explique qu'en France, on peut pas bouger le petit doigt sans mettre en place les CSE. Tout ça, oui, ben, la partie RH, quoi, qu'il y a voilà, la partie légale en France en disant, de toute manière, maintenant, on va leur présenter le projet et pendant 3 mois, on va rien faire parce que leur avis est nécessaire pour pouvoir continuer. Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a des gens qui ont mobilisé des conseillers, des gens qui ont réfléchi au projet pendant des mois et sont passés à côté du caractère suspensif de l'avis du CSE en disant effectivement, on se passe là dans une position d'attente. On peut préparer des choses, mais on prend le risque d'un délit d'entrave. Ça peut faire mal. Ok. Et donc, du coup, toi, quand tu
quand tu arrives, euh, donc on t'a missionné pour déjà faire le TSA, préparer le TSA, faire le TSA et ensuite mener le carve-out par exemple. Tu arrives donc du coup, donc tu dois toi réfléchir en fait, comprendre ce que veut faire l'acheteur en fait. C'est-à-dire comment lui il va vouloir intégrer ça parce que c'est d'abord lui son besoin à lui pour que tu puisses le répertorier chez toi. Donc, est-ce qu'au tout début, c'est-à-dire que tu passes pas mal de temps avec les équipes de l'acheteur pour comprendre ce qu'ils veulent faire, pour ensuite revenir voir les équipes dans lesquelles du vendeur qui t'ont missionné. Comment ça se passe en termes de timing? On travaille d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire qu'on travaille ou du côté du vendeur ou du côté de l'acheteur. J'ai jamais eu à intervenir en étant au milieu. Ok. Hein. On est toujours dans l'un des deux camps. Et donc, effectivement, tout va dépendre de la stratégie et de la roadmap dans laquelle on va s'insérer. Si l'acheteur comme je disais, est un grand groupe, il a sa propre stratégie. Il a décidé qu'il déployait le même ERP sur tous ses sites avec le même corps modèle, etc. Donc, ça n'est jamais qu'un projet de déploiement de son ERP, de son corps modèle, et on va tout harmoniser. Si l'acheteur, et ça arrive des fois, en fait, achète une cible qui a une taille à peu près équivalente à la sienne, la cible est mieux organisée. En fait, l'acheteur va se mettre dans des positions où il va dire, en fait, les systèmes d'information de la cible sont plus en avance que les miens. Et on peut se retrouver aussi dans des situations d'adoption. C'est-à-dire que dans le carve-out, on va garder les systèmes d'information de l'entité qui ont été vendus et l'acheteur va travailler avec ces systèmes d'information-là dans le futur. Tout arrive en fait. En fait, c'est un point que j'évoque souvent. Et l'intérêt d'un manager de transition qui a fait des missions à répétition sur le sujet est là, c'est qu'il faut s'attendre à tout. Tout peut arriver. On va pas du point A au point B d'une manière linéaire. Tout peut arriver effectivement. Ok. Et quand donc du coup quand t'es chez le vendeur, quand tu arrives, tu as des équipes en place et donc du coup tu vas travailler avec elles pour préparer tout ça. J'imagine, du coup comme tout arrive, j'imagine que des fois on leur a bien expliqué qu'il fallait qu'elles soient focus sur cette opération, des fois non. Comment tu arrives un peu à t'assurer que les équipes aient le temps nécessaire pour produire en fait toute cette compréhension et ce futur TSA? Eh bien, c'est là où il va falloir rentrer dans leur roadmap projet et tout va dépendre effectivement de l'implication de leur direction générale en disant qu'est-ce qui est prioritaire. Est-ce que leur propre projet de rollout SAP en interne est prioritaire par rapport à ce projet de cession d'activité? Et à un certain moment, il va falloir effectivement pousser à des arbitrages. Ok. Toi, ton job, ça va être de faire en sorte que la direction générale soit claire sur les engagements pour que tu puisses avoir les ressources nécessaires par rapport à la Qu'on mission qui t'a été donnée. qu'on ait les arbitrages qui soient faits au plus haut niveau, tout à fait. Ok. Et les équipes, quand c'est comme ça, elles sont sous NDA, etc. par rapport à la future opération. Comment ça se passe, hein? Alors, avant l'opération, effectivement, beaucoup de gens sont sous NDA. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, l'opération devient publique lorsqu'elle est signée, à Bien plus sûr. forte raison lorsqu'il s'agit de sociétés qui sont cotées en bourse, où là, on est obligé de l'annoncer officiellement. Donc, à partir de ce moment-là, l'un des points aussi consiste à rassurer les équipes. Parce que une de leurs questions va être leur devenir. Eh ben oui, bien sûr. J'étais au sein d'une DSI d'un groupe et Mhm. notre actionnaire a décidé de se séparer de la moitié des activités. Ben, on a une certaine inquiétude dans les équipes. On a des gens à qui on va proposer, mais on l'a des fois peut-être même imaginé pendant les due diligence, on va leur proposer de suivre, c'est-à-dire d'intégrer
le nouveau groupe, ou d'autres fois, effectivement, on ne va pas leur proposer de suivre en disant on a suffisamment de projets de croissance interne, nos propres projets d'extension, pour que vous restiez avec nous et on va vous conserver pour le futur. Ok. Et quand tu travailles donc avec les gens qui sont soignés, eux, ils sont, c'est une des choses que tu fais en priorité, c'est leur clarifier le futur enfin, par rapport à leurs propres incertitudes. Est-ce que tu as les moyens de le faire? C'est jamais très simple. On a des outils pour pouvoir faire ça en matière de ressources humaines, mais personne n'est garant du futur dans ces opérations. Ok, donc oui, il reste un degré d'incertitude qui est constant dans ta mission et donc du coup les gens t'évitent de leur faire des fausses promesses aussi. On ne peut pas prendre d'engagement et un manager de transition n'engage, j'ai l'habitude de dire, que lui-même. C'est-à-dire que si on veut effectivement pouvoir aller plus loin, il va falloir être capable que ce soit la direction générale de l'entité qui s'engage. Ok, très clair. Et quand tu es du côté acheteur, du coup, puisque tu as été dans les deux, là, du coup, j'imagine que les équipes sont beaucoup plus motivées, ou je sais pas comment dire, parce que bah, du coup, c'est plus une position, elles sont moins inquiètes, j'imagine. Et peut-être que non d'ailleurs. Est-ce que du coup, quand tu achètes les équipes, elles, c'est plus facile de dire oui, c'est un projet majeur parce qu'on achète, etc. Du coup, il y a moins de difficultés à faire trancher la direction générale, ou ça peut être autant difficile que quand tu vends? C'est aussi difficile et comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre de l'intégration des équipes. Les équipes de l'acheteur, si dans la roadmap qui a été décidée, le système d'information de la cible est préféré au système d'information de l'acheteur, eh bien, moi j'ai été spécialiste AS400 et la direction générale a décidé qu'on abandonnait nos AS400 et qu'on passait sur le système SAP que l'on vient d'acquérir, ben, il va falloir que je me remette en cause. Ok. Donc tout le temps, dans tous les cas, quelle que soit la typologie, etc., il y a des risques, il y a des enjeux humains forts et les gens se posent toujours ce genre de questions. Ok, très clair. C'est ce qui est passionnant dans ce genre d'approche, c'est qu'on ne fait pas que de l'informatique. Il y a les problèmes, il y a des problèmes juridiques, il y a des problèmes de ressources humaines et pas simplement de cartographie applicative et de comment on va gérer les nouvelles interfaces. Et du coup, ouais, si on parle un peu plus technique, parce qu'on a quand même parlé beaucoup d'humain et de compréhension, d'organisation et même de juridique, hein. Si on parle tech, aujourd'hui, donc c'est pas la partie utilisée, la partie la plus compliquée à comprendre ou à cerner. Comment ça se passe quand tu fais un peu l'audit de tes solutions? Tu as la cartographie par exemple de l'acheteur. Comment tu regardes comment tu t'y prends pour avoir une vision globale et qui permette de te faire un peu ce TSA? Mais on va essayer de comprendre quelles sont les dépendances dans le système d'information, où sont les interfaces, quel est le degré euh, d'automatisation de ces traitements d'interface. Ouais. Est-ce qu'on est sur un mode récent avec des API, des web services, ou est-ce que tout a été développé en code spécifique avec des échanges de fichiers entre les systèmes? Et suivant la manière dont les systèmes sont intégrés, et donc l'âge de cette intégration, on va avoir des stratégies qui vont peut-être être différentes. Ok. Et tu utilises des outils comme par exemple, je sais pas moi, Linux, etc., tous les nouveaux outils d'architecture qui se pluguent sur tes outils, ou c'est pas assez complet quand il y a enfin, il y a beaucoup de legacy, comme dans des entreprises qui ont un certain âge. Ouais, l'ennemi entre guillemets de ces outils, c'est le legacy et les systèmes qui sont en place depuis 30 ans. Ça existe encore. Donc, et ça, ouais, tous les outils n'arrivent pas à
à le voir, le comprendre, etc. Ok. Et donc, du coup, tu dois essayer de comprendre les dépendances avec les gens qui sont en place et recréer tous ces flux, c'est ça? C'est ça. Et toute cette partie technique, toute cette partie maîtrise aussi de la technologie, parce que peut-être que le système d'information du vendeur, la DSI du vendeur avait des ressources internes particulières. Si c'est un fonds d'investissement qui rachète, par exemple, un fonds d'investissement n'a pas d'équipe informatique. Donc il va falloir créer une DSI avec des compétences qui sont des fois des compétences d'un autre âge, Ah oui, du type AS400. par exemple. Et là, on peut avoir un peu de mal à trouver les personnes sur le marché, c'est ça? C'est un peu ça, effectivement. On va se retrouver dans des situations. Aujourd'hui, le marché du travail sur les métiers de l'informatique est quand même très tendu. Ben ouais. Trouver les compétences dont on a besoin est des fois compliqué. Et là, on n'a pas, dans cette situation, on n'a pas le temps de former, d'intégrer. Il faut trouver des compétences à mettre en place rapidement. Et ouais, mais ça. Et donc du coup, ce côté plan RH recrutement, là, tu t'associes du coup au directeur RH en poste ou à la personne avec qui tu es pour pouvoir. Est-ce que ça fait partie du TSA en fait? Alors, le support des systèmes fait partie du TSA, le transfert de compétences peut faire partie du TSA, le transfert de personnel aussi peut faire partie d'un TSA avec la mise à disposition provisoire ou définitive de certaines personnes clés pour faire fonctionner les systèmes. Et puis, parmi les actions potentielles, il y a aussi le fait d'externaliser le support de systèmes d'information auprès de prestataires et de sociétés qui vont être capables de le gérer. Et, euh, et ça, en fait, tout ça, c'est un plan qui est une espèce de gros plan stratégique opérationnel où tu appuies sur le bouton et la fusée décolle. Voilà, ça comme ça. Est-ce que, euh, est-ce que en fait, par exemple, quand tu proposes un TSA et du coup, il y a les gens en face qui le regardent, etc., est-ce qu'il y a des pseudo-experts externes qui viennent le rechallenger, voir si ça fonctionne? Comment en fait, parce que c'est quand même clé dans le fait que ça va bien se passer. En fait, la suite du projet, on est parti d'un carve-out, donc on découpait une société, une entité pour la vendre. Dans son devenir, le projet corollaire, c'est l'intégration. Et l'un des projets les plus difficiles à mener, ce sont les projets avec encore un anglicisme, on appelle de post-merger integration, Post-merger integration, ça fait stylé quand même. hein, où là, effectivement, on va se retrouver à intégrer ces nouvelles entités dans une roadmap qui va être plus ou moins développée, plus ou moins standardisée, plus ou moins. Il y a des groupes qui se construisent et le grand groupe de luxe français qui est en tête du CAC 40 se construit comme ça. On collectionne les entités que l'on pose les unes à côté des autres. Toutes les marques d'LVMH sont autonomes, ou Elles sont toutes presque, autonomes. ou presque. Avec leur SI, etc. Elles conservent leur SI dans la plupart des cas. D'autres groupes, dès l'acquisition, vont remettre leur système d'information et vont déployer leur système d'information, donc vont faire cette partie de post-merger integration. Et du coup, par rapport du coup, à ce que tu connais là-dessus, les deux choix existent, hein, donc ce que tu disais, indépendance ou pas indépendance. Comment toi tu vois avantages et inconvénients de ces deux typologies? En fait, c'est de la stratégie d'entreprise, c'est pas de la stratégie du DSI. Faire de l'intégration, c'est faire de la stratégie d'intégration en disant le coût de l'intégration sera compensé par des économies d'échelle. Ok. Et Donc ça, c'est une stratégie d'entreprise. Ce n'est pas que des systèmes d'information. On ne peut pas intégrer les systèmes d'information si l'entreprise n'a pas une stratégie complète d'intégration des business.
Bon, quel que soit du coup le choix que l'entreprise choisit, intégration totale, etc. Donc toi, tu as ton organisation cible, tu, euh, tu essaies de bien le comprendre, tu fais ton mapping des applicatifs, tu regardes l'organisation RH cible, donc du coup, quels seraient les types de personnes qu'il faudrait qu'on recrute, les évolutions des postes en interne, et aussi est-ce qu'on externalise ou pas certaines parties à des prestataires externes, typiquement tu parlais de support applicatif, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas vu qu'il faut prendre en compte? Il y a un élément important qui est une particularité des contrats de licence. Les contrats de licence de logiciels sont des objets juridiques un peu particuliers. Enfin, les licences de logiciels sont des objets juridiques un peu particuliers puisque on le dit bien dans la dénomination, ce sont des licences de droit d'usage. Et les droits d'usage ne sont pas cessibles. Donc, il faut négocier avec les éditeurs de logiciels. Parce que si j'avais déployé un ERP sur l'intégralité de mon groupe et que j'en vends la moitié, ben, je vais garder toutes les licences de l'ERP. L'acheteur, lui, aura à acheter toutes les licences dont il a besoin. Je ne peux pas les lui vendre. Donc, il y a un énorme business chez les éditeurs de logiciels sur toutes ces opérations de fusion-acquisition, parce qu'en fait, c'est du pain béni pour eux. Ils revendent des licences qu'ils ont déjà vendues. Et puis je pense qu'il y a pas mal de frais de setup aussi. Ah bah ça, il y a tous les autres aspects. Mais si dans l'opération de détourage, la nouvelle entité hérite du système SAP de son ancienne maison mère, elle en hérite de tout sauf des licences. Donc l'acheteur va devoir acheter les licences nécessaires pour faire fonctionner le système. Mais si elle rachète tout, tu peux pas céder tes licences à une maison mère. Tu peux céder tes licences, mais on était parti dès le départ sur du carve-out. Donc l'entité dont on parle n'est qu'une partie d'un groupe. C'est pas forcément elle qui portait ses licences. Et si c'était possible, dans ce cas-là, l'ensemble du système d'information basculerait chez l'acheteur. Ouais, d'accord, ok. Ok. Et donc du coup, d'accord. Et donc du coup, ça, c'est en fait un peu quand même le couteau sous la gorge quand tu négocies avec eux, j'imagine. Ben, en fait, de toute manière, c'est le type de négociation qu'eux-mêmes préfèrent, puisque leur client est sous contrainte. Ouais, d'accord. Si ma cible utilisait SAP, j'hérite d'un système SAP sans ces licences. J'ai beau avoir une stratégie Oracle ou Microsoft en termes de RP, si je veux faire fonctionner ce système au-delà du TSC, il va me falloir des licences. Ok. Donc oui, c'est des bonnes négociations pour les éditeurs. Et ça, tu le fais sur tous les éditeurs. Et ça, on le fait systématiquement avec tous les éditeurs. Oui, donc c'est sûr que ça doit prendre un peu de temps quand même, ce type de mission, parce que juste ça, c'est quand même énorme. C'est quoi la durée moyenne un peu d'une mission jusqu'à la signature, on va dire, en préparation? Avant la signature, ça peut être assez rapide. C'est quelque chose qui dure 2 à 3 mois. Après la signature, on s'engage dans tous ces projets. Et là, on peut être sur une mission beaucoup plus longue, qui va faire entre 12 et 18 mois. Et du coup, par exemple, les négociations avec les éditeurs de logiciels, c'est après la signature. Ça peut être anticipé avant, mais avant, on ne peut pas mettre non plus sous NDA les éditeurs de logiciels. Ok. Donc en fait, tu as quand même une contrainte sur la préparation où en fait, tu peux pas non plus aller avancer sur tous les éléments parce que c'est pas public et donc du coup, tu peux pas non plus engager aucun des discussions. J'avais pas fait le lien. Très clair. Donc au tout début, en fait, tu prépares au mieux que tu peux le TSC pour faire en sorte que ça aille dans la bonne direction. Puis quand c'est signé, c'est là où ça Alors, quand tu es dans une entité, dans un groupe qui a l'habitude de céder des activités,
tu finis par négocier avec tes éditeurs de logiciels des clauses de cession de licence. Mais tu le négocies à un moment où il n'y a pas de contrainte de projet. Oui, à un moment donné où t'as pas le couteau sous la gorge, où du coup il n'y a pas Voilà, un et rôle au définitif. contraire, parce que c'est un renouvellement de contrat, parce qu'on est en train de racheter un nouveau périmètre de licence, l'éditeur sera peut-être plus enclin à accepter effectivement des clauses de cession à ce moment-là. Oui, en fait, ça, c'est toi, quand tu commences à être vraiment engagé avec un éditeur logiciel sur le long terme et de manière massive, au renouvellement, tu peux faire attention à ces clauses-là parce que tu sais que c'est potentiellement dans les 5, 6, 7 années qui vont arriver, c'est une possibilité, du coup, tu te facilites le travail, quoi. Ok, C'est un petit peu l'un des points, oui, tout à fait. ok, très clair. Et aujourd'hui, enfin, donc, du coup, tu es dans une mission en ce moment, on va pas dire le nom ni rien, mais est-ce que tu es dans une mission et ça fait combien de temps? Alors, je suis dans une mission en ce moment. La première phase qui a consisté quand même sur plusieurs projets de détourage et de transfert d'activité sur 3 continents. Et ça fait 18 mois que je suis en mission. Ok. C'est ok. Et il y a encore un peu de travail. Et il y aura du travail. Trop bien, Thierry. Ben écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'aurait pas abordés que tu penses qu'il faudrait qu'on aborde pour mieux comprendre encore cette préparation dans les carve-out et fusion-acquisition ou de détourage, excuse-moi, comme tu me l'as très bien dit. Ou est-ce qu'on Voilà. a fait un bon tour? Ouais, je crois qu'il y a un point qui est important, c'est que les enjeux sont importants dans ces opérations-là, et il faut absolument que les entreprises s'entourent de spécialistes et qu'elles n'hésitent pas à faire appel à des gens. Je suis pas le seul au sein de la communauté Infortive à avoir une collection de missions de ce type, mais les équipes en place, les DSI en place, souvent voient arriver ce genre de problématique et c'est la première fois qu'ils l'abordent. Ok, très clair. Et Ne bien, pas hésiter à faire appel à nous. du coup, pour tout directeur général, directeur des opérations qui se pose des questions là-dessus, mais qui est encore en réflexion, ils peuvent te contacter sur LinkedIn ou par email, j'imagine, sur la communauté pour avoir un premier échange sans problème. Tout à fait. Il y a mes coordonnées sur LinkedIn et on peut me contacter Sans souci. Vous sans dites juste que souci. vous venez du podcast. Tiens, ouais, Évolution, comme ça, Thierry me dira, ah, ça a marché, c'était cool. Bon, super, Thierry. Bah, écoute, moi, c'était super intéressant. J'ai mieux compris comment ça se passe et les contraintes aussi que tu as dans ce genre de mission en préparation et où les choses, ben, forcément, tu navigues en fait aussi dans un flou qui est le flou typique de ce type de situation. Mais il faut être un expert de naviguer dans ces eaux complexes. Voilà. Et puis le point, c'est que tout s'accélère aussi dans ces moments-là parce que tu fais pas comment dire un sujet sur le long terme. On attend de toi des résultats rapides. Sur le long terme, on attend des yeux thérapies. Je vois le problème. Il y Ouais. a une sorte de difficulté opérationnelle dans cet enjeu. Voilà, le DSI qui aime bien les plans stratégiques, les schémas directeurs, réfléchir à 5 ans, là, on lui demande de tout bouleverser sur un horizon de 3 mois. Ouais. Oui, oui, donc forcément, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Ok. Non, mais super intéressant. Ben, écoute, Thierry, ça apporte vraiment de la compréhension, de la clarté dans ce genre de mission qui, comme tu dis, dans des périodes de crise, ben, il y a des crises, mais c'est aussi des opportunités pour beaucoup d'entreprises. Et donc, du coup, ce type d'opération ne fait qu'augmenter. Voilà. Super intéressant. Ben, écoute, Mais tu merci vois, pour ton conseil. dans le groupe où je suis, Ouais. qui est une filiale d'un fonds d'investissement américain, j'ai croisé 2 autres DSI de transition qui étaient dans d'autres entités du groupe sur le même type d'opération. Il y a du taf. Voilà. Bon, ok, mais merci pour tout, Thierry. C'était super intéressant. Merci à toi.
Merci à toi, à bientôt. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en tapant Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao!